Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la web TV Ksari. Bienvenue à cette série d'émissions. On va commencer aujourd'hui pour essayer de démystifier un peu les programmes de contre-radicalisation. Et on va essayer de le faire au travers d'un voyage qui a été fait par notre frère Lamine Foura. Bonsoir Lamine. Bonsoir. Donc Lamine a fait un voyage aux États-Unis de 3 semaines dans le cadre d'un programme très important qu'on appelle le programme des visites pour des leaders internationaux sur des thématiques différentes. Mais Lamine a eu la chance de participer à un programme qui portait plus sur cette question de la radicalisation, de l'extrémisme, de la prévention de la radicalisation. Et donc, nous allons avoir un peu la chance aujourd'hui, mais plus tard dans d'autres émissions. Donc, on va essayer vraiment d'approfondir la question au travers un peu de ce que Lamine a vu, de ce qu'il a appris, de ce qu'il a constaté en faisant cette visite. Donc, je vais peut-être commencer par une première question, Lamine. Par rapport à ton intérêt sur le dossier, avant même peut-être de revenir sur ce programme et puis de mieux le décrire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, je voudrais savoir c'est quoi ton intérêt pour ce dossier de la radicalisation, d'où il vient, pourquoi cet intérêt? Bon, c'est que depuis presque maintenant une quinzaine d'années que je suis impliqué dans la communauté sur la question médiatique. Je me suis beaucoup intéressé au début des années 2000 sur la question de l'emploi, sur la question de la discrimination à l'emploi, parce que la communauté maghrébine sur laquelle j'ai travaillé avait des défis d'intégration au niveau de l'emploi, il y avait de la discrimination à l'emploi. C'est une réalité, le taux de chômage de cette communauté était plus élevé que la moyenne québécoise, et donc je considérais que c'était un problème important. Je me rappelle en 2006 à l'Assemblée nationale, j'avais dit à la ministre du Parti libéral du Québec, donc Mme Mysterio, qui était ministre de l'immigration, je lui avais dit qu'elle pensait qu'on exprimait avec M. Rachid Arafat nos frustrations, et j'avais dit que j'exprime des frustrations qui peuvent sortir à un certain moment de Jean Talon, qui peuvent sortir de Côte-des-Neiges, parce que des parents qui ont choisi de venir s'installer au Québec, qui ont délaissé, dans la majorité des cas, des postes importants dans leur pays d'origine, et aussi une vie qui n'était pas aussi pénible qu'on le pense. Hein. C'est des personnes qui avaient donc une maison, une voiture, et le couple en général travaillait, et qui ont voulu choisir le Québec parce que le Québec leur offre un environnement agréable pour l'éducation de leurs enfants, un environnement de paix, une société d'accueil très très accueillante. Hein. On a la chance d'être au Québec parce que le peuple québécois est un peuple très curieux à découvrir les autres cultures. Il a démontré à travers leur histoire son intégration assez bonne avec les autochtones, puisqu'il y a un taux quand même de métissage très élevé chez les Québécois comparé à d'autres endroits en Amérique du Nord. Donc cet environnement est aussi favorable, pousser les gens à choisir le Québec pour éduquer leurs enfants. Et ne pas trouver un emploi, c'est un obstacle majeur, c'est un sentiment de rejet chez les parents. Mais en général, la première génération est capable de relativiser les choses. Et là, les derniers événements, le fait qu'il y a des jeunes issus de la communauté maghrébine qui tentaient d'aller rejoindre des groupes terroristes au Moyen-Orient, le fait que cette problématique prend de l'ampleur au niveau des médias, je considère que c'est dans une continuité tout à fait normale parce que, et à raison qu'on s'est concentré sur la question de l'emploi, parce que je pense qu'une partie aussi des problèmes qu'on voit aujourd'hui en termes de délinquance de la deuxième génération, c'est des problèmes de divorce, des problèmes aussi d'instabilité. Je ne dis pas que tous ceux qui sont radicalisés sont issus de couples qui ont divorcé, mais tous ces problèmes sociaux peuvent ramener pousser les gens. Exactement. Donc, pour moi, c'est un problème aujourd'hui que fait face la communauté. Et moi, je ne le prends pas sur la question, je dirais, purement sécuritaire, parce qu'il y a des services de sécurité. Je ne suis pas payé pour, je dirais, assurer la sécurité du Québec. Il y a des gens ou du Canada, il y a des gens qui sont payés pour ça. Par contre, je considère qu'on a un droit de citoyen de pouvoir prévenir ce phénomène. Un devoir de citoyen. Exactement. Un devoir de citoyen pour prévenir que des jeunes puissent embarquer dans une idéologie, dans une logique meurtrière qui va leur faire mal à eux, qui va faire mal à leur famille, qui va faire mal à leur communauté, et qui va faire mal aussi à la société en général. C'est très bien. Et donc, on le voit déjà dans la réponse par rapport à cette première question. Il y a différentes notions qui vont être utilisées, radicalisation, extrémisme, terrorisme, violence et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut commencer peut-être aussi, avant de rentrer vraiment dans la tournée américaine et puis cette visite, par rapport à ces notions? Donc,
violence, extrémisme, radicalisation, intégrisme. Qu'est-ce que l'Amin Foura comprend de C'est important ce que l'Amin Foura comprend parce que c'est ce que je comprends. Donc, ce n'est pas une définition que je voudrais imposer aux autres, mais quand je parle, quand je suis en action sur ces sujets, comment je perçois? Pour moi, le terrorisme, c'est les actes de violence illégale, parce que c'est une question politique. Hein. Il faut admettre, on a une liste qui est établie par le gouvernement canadien, c'est la même chose aux États-Unis. Donc on décide que cette violence est considérée comme étant une violence terroriste. Bien sûr, il y a aussi des éléments de toute la partie de tuer des innocents, d'avoir des actions, disons, non autorisées par les Nations Unies, tout ça peut être considéré comme des actions terroristes parce que la violence en tant que telle, officielle, existe aussi, parce que nos armées utilisent des armes dans des guerres, donc il y a toujours cette confusion. Mais tout ce qui concerne le terrorisme au niveau social, moi je considère que la question de la radicalisation n'est pas automatiquement liée à la question du terrorisme, parce que pour moi, quand on parle de terrorisme, on parle de zone de criminalité qui est gérée par un code criminel, qui est géré par des lois. Il y a des instances policières au niveau fédéral, au niveau provincial qui s'occupent de ça. Donc ce n'est pas aux citoyens d'embarquer dans des programmes contre le terrorisme, c'est parce que c'est la société qui a délégué cette tâche-là à des institutions spécialisées. Nous, en tant que citoyens, si on voit qu'il y a un acte qui va se dérouler, criminel, on a l'obligation morale et légale d'informer les autorités. Ça, c'est un devoir des citoyens. Mais il faut distinguer, quand on parle de programme contre la radicalisation, ce n'est pas de contrer le terrorisme dans le sens criminel, ça c'est la police qui doit le faire, ce n'est pas les citoyens. Et on n'a pas le droit de s'ingérer, sauf, comme je dis, d'informer si on voit qu'il y a un acte qui va se dérouler. Donc on élimine la zone de criminalité. Les criminels, c'est l'État, la police qui doit les prendre. Quand on parle de radicalisation, pour moi, on parle de prévention. Donc, on ne parle pas de la zone de criminalité, mais on parle de la zone de prévention. Prévention, c'est éviter que des gens passent à l'action de faire des actes criminels. Et cette prévention, elle est d'ordre social, elle est d'ordre éducatif, elle n'est pas d'ordre policier. Okay. Donc moi, je considère que la police peut être impliquée dans des programmes de prévention, mais elle ne doit pas l'idée des activités pour contrer la radicalisation menant à la violence, parce que son rôle, c'est de traquer des criminels. Les jeunes qui peuvent être dans une zone où ils sont proches, je dirais, d'une idéologie ou d'une radicalisation menant à la violence, ne sont pas des criminels en tant que tels, parce qu'ils n'ont pas encore commis un acte criminel. Au moment où ils vont commettre un acte criminel, ils deviennent des criminels ou terroristes, et c'est des actions. Et ça, c'est très important, parce que, par exemple, le centre de prévention de radicalisation qui a été créé à Montréal, une des erreurs très graves qui a été faite par ce centre, que c'est la police qui l'a initié. Okay. Et je même s'ils disent actuellement... Non, actuellement, je suis d'accord, mais c'est une erreur stratégique très grave, parce qu'il faut distinguer le travail de la police, le travail d'enquête, le travail d'investigation et le travail de contrer un phénomène idéologique qui est anticriminel. C'est louable, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on s'implique en tant que citoyen si on voit, mais ce n'est pas de la prévention contre la radicalisation, parce que beaucoup de programmes de radicalisation, de contre la radicalisation, sont un peu confus et les gens ont peur d'embarquer parce qu'ils pensent je vais devenir un mouchard de la... C'est ça. Ouais. On va revenir à ces considérations. Un autre élément aussi que Aziz, tu as ramené, c'est la question de l'intégrisme ou du fondamental. L'extrémisme, par exemple. Parce que quand on parle de CVI, on parle de l'extrémisme. Oui, mais l'extrémisme, dans le sens, en anglais, dans ce radicalisation. Okay. Dans ce radicalisation. Maintenant, si on parle d'intégrisme, on peut retrouver des gens qui ne sont pas intégristes d'un point de vue religieux, et qui peuvent être radicalisés pour faire des actions violentes. Je ne dis pas que... Et ça c'est aussi une autre confusion. Si nous devons aussi, en tant que société ou en tant que groupe qui peut être un groupe religieux, qui peut être un groupe ethnique, qui peut être un groupe communautaire, contrer l'intégrisme au sein de notre groupe, c'est louable aussi. Mais c'est une autre démarche que celle de la radicalisation menant à la violence. Parce qu'il y a des intégristes qui ne sont pas violents. Mais il y a aussi des violents qui ne sont pas intégristes. Donc ce n'est pas une relation automatique. La violence ou la radicalisation de la violence peut utiliser des concepts d'intégrisme pour mobiliser, pour créer la notion de groupe. L'intégrisme ne mène pas nécessairement à la violence. À la violence, bien qu'il peut exprimer une violence verbale. Mais l'intégrisme, c'est, disons, une attitude religieuse, une façon d'être religieuse. Il faut distinguer aussi entre l'intégrisme et le fondamentalisme.
un fondamentaliste ou un conservateur ou un orthodoxe peut me déranger en tant que libéral. Si je suis libéral, mais lui, s'il n'a pas une volonté, s'il n'a pas un discours de mépris envers ceux qui ne partagent pas son idéologie ou sa vision de la religion, c'est différent d'un intégriste que lui, il a une vision particulière, mais il veut aussi l'imposer aux autres. Donc, je pense qu'un des problèmes dans ce débat-là, c'est la confusion sur la terminologie. Et là, on voit même les politiciens qui font des propositions sur la question de l'intégrisme et qui, en même temps, ils veulent parler de radicalisation menée à la violence, et des fois, ce n'est pas la même chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des ponts entre ces notions. Il y a des liens possibles, mais ils ne sont pas des liens systémiques et systématiques. C'est-à-dire que ces liens... ou le travail, quand quelqu'un embarque dans un programme contre la radicalisation menée à la violence, il faudra qu'il distingue tous ces silos qui sont des fois auto-alimentés. Ils s'auto-alimentent. Mais ce n'est pas systématique et c'est important qu'on démystifie les différentes choses. Comme je dis par exemple la question du fondamentalisme et l'intégrisme, il y a beaucoup de gens qui confondent les deux. Un orthodoxe qui est très... Mais c'est-à-dire, c'est très bien, on comprend bien la notion de la violence du terrorisme qui est illégal et en même temps qui s'attaque à des innocents. Donc pour toi, c'est du terrorisme. On comprend bien aussi cette question du fondamentalisme versus l'intégrisme. Mais par rapport à la radicalisation elle-même, est-ce qu'on pourrait peut-être la clarifier un peu plus? Est-ce que dans le propos, j'ai cru comprendre que tu disais finalement la radicalisation, c'est une idéologie qui peut mener à la violence, mais qui peut aussi ne pas mener à la violence. Mais c'est pour ça qu'on ajoute le mot, une radicalisation menant à la violence. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir un avis radical. Mais s'il pense... Mais c'est vraiment une idéologie, d'abord et avant tout. Moi, je pense que c'est une idéologie. C'est très bien. Moi, je pense que c'est un ensemble d'idées que la personne... Exactement, dans laquelle on considère que le changement ne peut passer que par la violence. Quand on parle de radicalisation menant à la violence, c'est ça. Exactement. Pour moi, c'est considérer... Et c'est pour ça qu'on peut avoir un président d'une république qui est radicalisé, hein, et qui peut être tenté d'utiliser une arme nucléaire. C'est exactement ça. C'est un ensemble d'idées qui se regroupent et qui est utilisé pour mobiliser un groupe de personnes pour passer à un acte violent pour changer la situation. Et un des problèmes que nous faisons face en tant que société occidentale par rapport à notre jeunesse, au-delà de son appartenance religieuse, c'est qu'il ne faudra pas que nos citoyens, il ne faudra pas que nos jeunes surtout, perdent espoir que nos systèmes démocratiques peuvent changer des situations. C'est-à-dire que parce qu'on perd espoir, on tombe dans Une des raisons, à mon avis, c'est de perdre espoir dans le système, c'est de dire, en fin de compte, les idéologues de la radicalisation menée à la violence, peut-être ils n'ont pas perdu espoir parce que c'est des idéologues. Par contre, les victimes, les jeunes qui peuvent tomber dans cette idéologie, ils deviennent fragiles pour tomber dans cette idéologie parce qu'ils ont perdu espoir de pouvoir voir leurs idées, quelles que soient leurs idées, parce que le débat d'idées, on doit accepter dans un débat d'idées toutes les idées, même celles qu'on rejette. Mais quand ces idées-là ne trouvent plus place dans la société, dans un débat démocratique, et que les personnes perdent espoir, ils deviennent une proie facile pour les idéologues de la radicalisation menée à la violence qui, eux, leur disent « c'est impossible ». Et on a vu ça durant le voyage, des chercheurs qui ont analysé le discours, par exemple, de Daesh, et qui ont retrouvé un discours très nord-américain en anglais pour des vidéos destinées aux jeunes américains, dans laquelle il y a un élément religieux, mais surtout un élément d'un sentiment de mépris que peuvent sentir une certaine frange de la société. Et là, on leur dit de la colère par rapport à des politiques, par rapport à des situations qui sont loin des fois de la question idéologique religieuse, mais qui viennent chercher un sentiment qui peut exister chez un jeune, additionné des fois à un sentiment aussi religieux relié à une certaine interprétation particulière de l'islam. Mais ce sentiment, bien sûr, je comprends qu'il y a cette idée de perdre espoir. Il y a des idéologues qui vont instrumentaliser cela. Et puis, il y a les politiques étrangères dans ton propos, mais certains vont dire que c'est aussi tout ce qu'on est en train de vivre comme communauté musulmane dans les sociétés occidentales, c'est-à-dire toute cette question du racisme, la discrimination. Tu as commencé un peu ton propos par l'historique de ton engagement dans les luttes pour l'emploi et tout ça. Donc, le chômage, mais au-delà du chômage, certains discours très méprisants vis-à-vis de l'islam ou des musulmans. Donc, est-ce que toi, cette hypothèse qui
parlent un peu de l'islamophobie comme un des facteurs qui alimente la radicalisation de ces jeunes. Est-ce que pour toi, ça te semble... Très intéressante question, parce que ce qu'on remarque sur les différents débats sur la question de la radicalisation menant à la violence, même au niveau des chercheurs, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs même favorisent deux paramètres au détriment des autres. Moi, je ne considère pas, je ne veux pas évacuer ce paramètre. Le sentiment de mépris que peut avoir un jeune appartenant à une communauté religieuse de la part de la société peut le rendre plus vulnérable. Je ne pense pas que quelqu'un de raisonnable ne va pas être d'accord avec ça. Parce que, comme on a dit qu'en tant que jeune, et que les idéologues de la radicalisation menant à la violence viennent me considérer comme une proie, ils vont essayer de rentrer selon la porte qui est possible. Dans une société où il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet, il se peut que ce jeune-là soit plus vulnérable, parce qu'il se peut qu'il a perdu aussi espoir que sa situation économique, la situation de ses parents, la situation de son groupe d'appartenance puisse changer dans un climat où il y a un sentiment, je dirais, d'islamophobie. Mais par contre, il ne faut pas aussi tomber dans la catégorie des gens qui vont dire il n'y a que ça. En évacuant par exemple la question religieuse, qu'il y a des concepts qui sont utilisés par ces idéologues de la radicalisation menant à la violence, essentiellement quand on parle de Daesh, qui utilisent des concepts purement religieux. Et le problème, des fois, n'est pas dans le concept, mais il est dans l'idée autour du concept qui n'a pas été démystifié depuis plusieurs années, surtout chez une jeunesse qui n'a pas accès au texte, puisqu'elle est francophone, elle est anglophone dans le cas des États-Unis et le reste du Canada, et qui n'a pas accès au texte et qui est vulnérable aussi sur sa compréhension de la religion. Donc, il faudra qu'on mette sur la table tous les facteurs. La situation au Moyen-Orient peut jouer aussi un rôle, des injustices et des perceptions et des sentiments d'injustice. Parce qu'on sait très bien qu'il y a la réalité, mais on ne vit qu'à travers des perceptions. Il y a la question de la situation socio-économique, sociale du groupe dans lequel il appartient, ce jeune. Il y a la question du discours musulman qui est des fois aussi problématique sur des questions concernant la politique, concernant la guerre, concernant la relation avec l'autre, concernant l'appartenance à une société où il y a une majorité non musulmane. Il y a un discours qui dit que le musulman ne peut pas appartenir à cette société. Il y a aussi donc un discours religieux qui vient participer. Il y a aussi des politiques et des politiciens qui utilisent la peur comme un moyen de mobiliser un électorat. Tous ces facteurs-là jouent un rôle, et c'est très important de ne pas négliger un facteur sur un autre. Malheureusement, on est en face de certaines communautés musulmanes qui pointent l'islamophobie à raison comme raison, et de l'autre côté, des sociétés occidentales qui pointent les musulmans ou l'islam à raison, partiellement à voir l'autre aspect. Exactement. Et je pense qu'il faudra qu'on arrête. En bref, c'est une responsabilité partagée. Partagée. Il y a du travail à faire, et en tant que société, il faudra aussi qu'on soit raisonnable à s'attaquer aux facteurs sur lesquels on a plus de contrôle. Parce que si j'établis les 10 facteurs qui peuvent jouer un rôle sur la question de la radicalisation, il y a des facteurs que je ne peux pas changer. Mais pour sauver des jeunes québécois, moi je parle du Québec par exemple, pour sauver des jeunes québécois, quelle que soit leur appartenance, parce que personne n'est à l'abri aujourd'hui. L'histoire a démontré que ce n'est pas seulement les jeunes musulmans qui peuvent tomber dans ce piège-là, il y a des jeunes qui ne sont pas du tout, qui sont issus de familles non musulmanes. Donc c'est un problème pour nous tous, en tant que société québécoise. Si nous voulons vraiment adresser ce problème-là, il faudra qu'on mette nos égos à côté, on essaie de se dire, ok, sur 10 paramètres qui peuvent jouer à la radicalisation, sur lesquels, collectivement, on doit essayer de travailler, non pas pour brimer le droit de critiquer, par exemple, l'islam, ça c'est un droit, non pas en éliminant le droit aussi de pratiquer l'islam comme les jeunes veulent le pratiquer, mais en éliminant une chicane qui n'a pas lieu d'être, c'est celle de pointer l'autre du doigt comme étant responsable, en oubliant qu'on est tous responsables. C'est ça. C'est très bien. Donc peut-être une dernière question pour cette soirée, c'est un peu tes impressions par rapport aux efforts de contre-radicalisation, si on peut les appeler comme ça, ou de prévention de la violence politique ou de la radicalisation au Québec et un peu au Canada, avant même de faire ton voyage. Donc, je te demande de faire un peu cet effort, de revenir en arrière et de partager avec nous comment tu évalues les efforts ou les initiatives ou les discours politiques par rapport à ces questions avant même d'aller en voyage. Bon, il faut mentionner que on parle d'un sujet dans un contexte. Donc, quand on parle de radicalisation menant à la violence, on aurait pu parler il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais on parle essentiellement depuis 2011 de ce concept parce qu'il est relié au départ d'un certain nombre important de jeunes occidentaux, musulmans ou non, qui ont décidé d'aller rejoindre donc, des groupes qui combattent en Syrie, qui s'est transformé après avec ce qu'on appelle comme Daesh, le groupe
État islamique. Et là, on a commencé à en parler. Au Québec, on a été très en retard par rapport à ce débat, parce que ce débat a commencé en Europe à partir de 2012. Au début, l'apparition de certains groupes, les chiffres commençaient à sortir. On peut dire qu'au Québec, ça a commencé, on était trop pris par des débats sur les questions des accommodements raisonnables. La charte des valeurs, tout ça. Donc, personne n'a parlé de ça jusqu'à 2014, au moment où il y a eu, on parlait même d'intégrisme et tout ça, mais personne n'a parlé de ce phénomène de jeunes qui décident de quitter une vie, je dirais, paisible, parce que quand même, il faut dire, on vit très bien en Occident, là, et d'aller vivre dans des situations de guerre, des jeunes, des fois bien instruits, et qui se retrouvent à un certain moment déconnectés de leur réalité pour pouvoir aller chercher une autre réalité qui peut être un mythe ou qui peut être une réalité, mais qui va aller chercher une réalité qui est pour nous dramatique, parce que ce qui se passe là-bas, la vie là-bas n'est pas facile par rapport à ici. Et là, les deux événements de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Ottawa nous ont ramené le sujet ont ramené le sujet à la face des politiciens. Bon, moi, ce que je peux dire que si on parle du Québec, il y a eu une réaction que moi je considère, elle était bonne de la part du gouvernement québécois, de se dire que, ok, essayons de réfléchir pour trouver des solutions. Mais 6 mois après, ce que je remarque, c'est une utilisation purement politique de ce dossier. Et ça, c'est malheureux. C'est très dangereux. Pourtant, il y a eu une initiative, vous avez participé. Je parle 6 mois après le début de l'initiative. Okay. À partir de 2014, parce que l'initiative est arrivée au mois d'octobre, c'est qu'on a eu la création rapide, non réfléchie, du centre au niveau de Montréal. Et là, on se posait la question s'il y avait un problème de radicalisation à Laval, est-ce que le centre peut le faire ou non? Et le gouvernement qui prétendait pouvoir présenter un plan, il s'est rallié à l'initiative. Il a présenté un plan. Mais il s'est rallié à l'initiative de la ville de Montréal. Un centre qui fait beaucoup de voyages à l'international et qui prétend qu'il est un pôle, je dirais, très exceptionnel sur le dossier, au moment où on sait que si on se respecte un peu, en termes de nombre, en termes d'expérience, à Montréal, on n'a pas une grande expérience. On vient de vivre le problème. On vient de commencer à vivre, comparé à des pays comme la Belgique, comme la Hollande, comme les Allemands, comme la France, qui l'ont vécu depuis des années, comme les Américains qui aujourd'hui le vivent depuis en septembre, ils travaillent sur le dossier, mais quand tu rencontres des grands spécialistes, on est en train d'apprendre, on aimerait bien de voir ce que vous faites chez vous. Et là, on voit nos responsables de ce centre se déplacer à l'international pour présenter le centre comme étant un pôle d'excellence sur le sujet. Je pense qu'on fait beaucoup plus de marketing que donc de une utilisation politique et en même temps du marketing. Exactement. Et là, c'est devenu comme à la mode. À chaque politicien, on lui pose la question, votre position sur la question de la radicalisation. Je salue la position du ministre de la Sécurité fédérale, qui a dit un mot clé. Je ne comprends rien sur ce sujet. Je trouve qu'il a commencé par le commencement. Le commencement, c'est que c'est un sujet très complexe, que tout le monde essaie de comprendre. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs paramètres. Il faut arrêter de parler à vouloir vendre un modèle. Il faut essayer de comprendre deux choses. Premièrement, comprendre le phénomène, ici, son ampleur, le mesurer. Deuxièmement... C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire comprendre le phénomène, mais pas nécessairement dans l'absolu, dans la réalité québécoise. Dans la réalité québécoise, parce que... Et deuxièmement, voir ce qui se passe ailleurs pour comparer selon notre réalité. Et c'est ce que je trouve génial. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation qui m'a été offerte par le département d'État du gouvernement américain d'être membre de ce groupe qui est parti aux États-Unis, parce que je voulais voir ce qui se passe aux États-Unis dans le contexte américain. Et tout au long de la série d'émissions qu'on va faire, les premières émissions, on va parler des États-Unis. On va parler du système politique, parce qu'on ne peut pas comprendre un programme de radicalisation sans comprendre la philosophie. Par exemple, l'importance de la croyance chez les gens vis-à-vis des lois américaines. Est-ce que les gens peuvent croire ce qu'ils veulent ou non? On reviendra à ça. Donc, avant de partir faire cette tournée, si je comprends bien, on pourrait dire que globalement, ton évaluation était négative par rapport à ce qui se faisait, que ce soit au niveau du gouvernement provincial, le gouvernement Couillard, que ce soit au niveau du centre, le CPRMV de la ville de Montréal. Tu considérais qu'il y avait une instrumentalisation politique du dossier de la radicalisation, beaucoup de prétentions comme quoi on maîtrise une expertise, mais... On est loin de là. Juste d'un point de vue scientifique, le nombre de cas qu'on a eu est insuffisant pour pouvoir tracer une courbe
significatif parce que l'échantillonnage est très réparti, il est très aléatoire, personne n'arrive à définir un profil. On a des jeunes qui sont très bien éduqués, qui sont très bien intégrés socialement. On a des jeunes qui viennent d'une famille aisée, d'autres qui viennent des familles pauvres. On a des jeunes qui viennent de familles très religieuses pratiquantes, d'autres non pratiquantes. Donc les variables sont très grandes et le temps, les laps de temps, on vient de sortir d'un débat sur la charte aussi. Donc il y a quand même une situation qui était exceptionnelle, qui rend que les données, et je ne pense pas que le centre est rentré en contact avec tous ces gens-là même. Moi je questionne, je ne sais pas, je voudrais bien que le centre me dise, est-ce qu'il est rentré avec les cas réels ou est-ce qu'il est en train de parler avec les amis des cas réels? Au fond, une des critiques qu'on entend un peu, c'est par rapport à cette, je dirais, une certaine obscurité par rapport à ce que fait le centre, parce que peut-être qu'il est en train de faire des choses bien, mais on voudrait bien savoir. On ne le sait pas. Donc, je voudrais d'abord te remercier pour cette première rencontre, tout en promettant à nos téléspectateurs qu'on va se rencontrer d'autres fois pour poser des questions beaucoup plus précises par rapport à ce qui a été vu ou entendu ou retenu de la tournée américaine de Lamine Foura par rapport à ce dossier de la prévention de la radicalisation ou la prévention de l'extrémisme violent. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour votre d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup.